comment ça va today? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que la rentrée se passe en douceur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu piquant. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous partager une petite victoire personnelle. Et franchement, pas des moindres. Dimanche dernier, j'ai couru et terminé ma première course de 10 km. Oui, mesdames et messieurs. Franchement, je suis encore sur mon petit nuage. Il faut savoir qu'il y a quelques années à peine, je détestais littéralement courir. Vraiment. Genre, courir 1 km sans m'arrêter, c'était un exploit. Et là, non seulement j'ai couru 10 km, mais je l'ai fait avec le sourire pratiquement du début à la fin, à mon rythme, sans me faire mal, sans me forcer et en écoutant mon corps. Et ça pour moi, c'est une immense fierté. Alors oui, je suis arrivée 837e sur 844, yo-yo toujours en bas du classement, mais sincèrement je m'en fiche. Le but c'était de le faire, pas de le faire vite. Et je suis trop fière d'avoir tenu bon et d'avoir pris plaisir. Donc voilà pour les news, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir que je finisse ce petit 10 km, moi ça me fait très plaisir. Bon, maintenant il est temps d'aborder le sujet du jour. Accrochez-vous, parce que dans cet épisode, je vais aborder un sujet un petit peu controversé. On va parler de unpopular, oh punaise, le retour de l'accent. On va parler de unpopular opinion version médecine. Et oui, je me lance sans langue de bois dans un petit périple où je vais vous partager 10 opinions personnelles avec lesquelles je n'ai pas l'impression que les gens sont d'accord. Et peut-être que certains risquent de faire grincer quelques dents. Ce sont des idées que je n'ai jamais trop osé dire à haute voix, quoique, parce que j'ai l'impression que tout le monde semble les valider les yeux fermés. Bon bah, sauf moi. Aujourd'hui, on va en parler calmement, mais franchement. Alors, c'est parti pour mettre les feux aux poudres dans un épisode un peu rebelle, mais 100% sincère. Comme d'habitude, et vous commencez à savoir pour cet épisode, j'ai écrit l'intro et la conclusion ainsi que mes 10 points que je vais aborder avec vous et on commence maintenant. Le premier est le suivant. J'ai écrit mot pour mot, aller en stage, ça me fait chier. Alors, comment dire? Oui, bon, en fait, en règle générale, aller en stage, ça me fait chier. Je suis désolée de le dire. Ça ne m'emballe pas des masses, comme apprendre, par exemple, les cours de médecine, ça ne m'emballe pas des masses. Alors, attention, je vais mettre des nuances. Il y a des stages qui m'intéressent. Mais la problématique, c'est que les stages qui m'intéressent, soit ne sont plus disponibles, soit sont très rares, ou alors sont très hauts dans le classement, et donc je ne peux pas les obtenir plusieurs fois. Ce qui veut dire que 80 à 90% des stages que je vais effectuer, je ne vais pas les aimer étant donné que je veux faire quelque chose d'assez spécifique. Donc tous les stages en règle générale que j'effectue, je ne les aime pas. Étant donné que la plupart du temps ils sont en hospite et déjà je n'aime pas l'hospite et en plus ce sont dans des spécialités que je n'aime pas. Puisque moi j'adore en fait la dicto, j'aime beaucoup aussi le SAMU social, enfin travailler avec la Croix-Rouge, travailler avec Médecins sans frontières, enfin je suis vraiment beaucoup dans ce délire là. Sauf que dans ma fac, par exemple, le SAMU social ou la maraude, donc c'est-à-dire que de 17h à 23h, on est dans un camion et on fait un peu le tour de Caen et puis on vient en aide aux gens qui sont un peu à la rue et tout ça. À Caen, cette option a été supprimée, donc on ne peut plus le faire parce que si on veut faire un stage hors stage qu'ils nous proposent, on est obligé de faire le stage hors Basse-Normandie. Ça veut dire en dehors de la Manche, du Calvados ou de l'Orne. Et donc ça veut dire à plus d'1 heure de route de Caen, voire plus. J'ai pas du tout envie de faire plus d'1 heure de route pour aller en stage, pour revenir. Je peux pas me louer un Airbnb étant donné que j'ai un chien et que c'est assez compliqué de l'emmener. Mon copain, lui, travaille sur Caen, donc c'est galère, il peut pas du tout venir tous les jours sur le Airbnb. Enfin bref, c'est toute une organisation assez galère, donc ça me plaît pas des masses. Ce qui fait que les stages qu'on me propose ne me plaisent pas, donc forcément aller en stage, ça me fait chier. Par contre, aller en stage d'addictologie, aller en stage de psychiatrie, aller en stage au SAMU social ou à la Croix-Rouge ou toute autre chose dans ce domaine, là ça m'intéresse et là je suis super intéressée par le stage. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que aller en stage ça me fait chier que je ne m'investis pas dans le stage. Je m'investis, je suis une externe, je vais pas dire exemplaire, mais voilà, enfin, je fais ce que j'ai à faire avec le sourire, je fais pas la gueule non plus ni rien de tout ça. Juste, ça ne m'intéresse pas étant donné que la spécialité ne m'intéresse pas et étant donné que je suis intéressée par quelque chose de très spécifique et c'est assez compliqué pour moi de le vivre parce que ça se représente aussi dans mes cours. Tous les cours que j'apprends globalement ne m'intéressent pas plus que ça. Alors il y en a plus que d'autres, mais moi j'aime beaucoup le côté social et
et c'est pas vraiment ce qu'on voit dans les cours. Mon deuxième unpopular opinion, ou ma deuxième, je sais pas, c'est si on arrête les études de médecine, dans la tête des gens, c'est forcément un échec ou parce que on n'y arrive pas. Pour les personnes, en tout cas pour les personnes qui sont autour de moi, enfin ce que j'ai l'impression de ressentir, si quelqu'un arrête médecine, c'est pas parce qu'il a envie d'arrêter médecine ou qu'il veut faire autre chose et qu'il s'est rendu compte que médecine c'était pas pour lui. Les gens vont penser que c'est parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il est pas assez bon, parce que il ou elle n'a pas eu sa première année, ou parce que il a des rattrapages, il a des échecs, il est pas assez travailleur, il est pas assez bosseur, il travaille pas assez toute la journée, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un abandon en mode si on arrête médecine, c'est parce que on n'y arrive pas et c'est pas parce que on veut arrêter médecine parce qu'en fait finalement ça nous plaît pas. Vu que médecine c'est quelque chose encore assez ancré dans la société d'une espèce de culte de quelqu'un qui fait médecine en mode ah waouh, tu fais médecine mais je sais pas comment tu fais et tout, c'est super dur nanana. Quand t'es médecin, souvent je mets des gros guillemets à ce que je vais dire, mais dans l'élite, mais vraiment je mets des gros guillemets, hein. C'est vraiment pour schématiser, dans l'élite de la société. Donc on peut pas abandonner quelque chose qui t'amènerait vers l'élite. Encore plus si t'as réussi ta première année et que tu abandonnes au bout de 2-3 ans, là les gens comprennent encore moins. Ils se disent mais attends, mais comment tu peux abandonner le fait de faire partie de l'élite? Enfin vraiment j'ai l'impression qu'il y a un espèce de... En mode si t'es en médecine, t'es obligé de rester en médecine. Comme si on pouvait pas quitter ce truc quoi. Genre ça te colle à la peau et je trouve que c'est un enfer. Vraiment j'ai pas du tout envie. Enfin je suis sûre, enfin d'ailleurs je suis même plus que sûre. Étant donné que ma meilleure amie a arrêté médecine, non pas parce qu'elle était nulle et qu'elle y arrivait pas, mais parce que elle voulait faire prof des écoles et tout, nanani, nanana. Bref, vous avez compris. Même si oui, elle avait certaines difficultés, elle avait certains rattrapages et qu'elle était pas forcément la meilleure personne pour rentrer dans le moule de médecine de ah je travaille, je m'arrête jamais, nanana. Je m'arrête jamais. Oh, je raconte des clichés là, qu'est-ce que je raconte? Et vraiment tapez-moi là, je suis en train de dire n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle rentrait pas dans le moule parce que même si médecine, on essaie de faire plein d'autres choses à côté, faut quand même travailler et être face à ses cahiers un certain nombre de temps. Elle, c'était assez difficile pour elle. Donc elle a arrêté médecine pour faire autre chose et les gens se disent elle arrête médecine, elle abandonne médecine parce qu'elle y arrive pas. Bah non en fait. Non, pas forcément mon gars. Troisième unpopular opinion, c'est que les meilleurs étudiants en médecine ne sont pas toujours les meilleurs médecins. Mais ça, mais vraiment, mais tous les jours. Tous les jours. Je pense qu'on va être peut-être plusieurs à penser ça, mais il y a des personnes qui sont très très fortes pour retenir un tas d'informations, qui sont super chauds dans la clinique, qui se souviennent de chaque signe clinique qui oriente vers tel ou tel diagnostic, qui se souviennent parfaitement du traitement, de ce qu'il faut faire en paraclinique, qui se souviennent même de l'épidémiologie, de la physiopatho, enfin bref, ils se souviennent de tout, mais il leur manque ce petit truc avec les gens. Genre, ils sont super forts en termes techniques, mais ils n'ont aucune approche sociale, aucune empathie, c'est vraiment très robot, très t'as ça, donc t'as ça, donc je fais ça, et voilà, fin de l'histoire. Il n'y a pas cette conscience et cette approche sociale de la personne qui se rajoute dans leur équation. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs de se rendre compte qu'en fait, les meilleurs étudiants, alors pas tous, bien sûr, pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais certains ou certaines personnes qui sont très très forts, mais vraiment très forts, hein, sont vraiment pas du tout faites pour être avec des personnes. Et je trouve ça cool des fois, c'est que j'ai discuté avec certains externes qui s'en rendent compte en fait, qui disent bah ouais, moi je sais que j'ai une grande mémoire et que j'arrive bien à retenir les choses et tout, mais par contre avec les gens c'est une catastrophe. J'ai une mauvaise approche avec les patients, je suis pas du tout à l'aise et ils le ressentent et donc du coup ça fait vraiment une consultation un peu bancale. Donc en tout cas les deux personnes, je crois que c'était deux personnes qui m'avaient dit ça, ont pris le parti de faire des spécialités qui ne demandent pas le fait de voir des patients. Par exemple, je crois qu'il y en a un, il voulait faire radio, et l'autre personne, je sais plus. Mais voilà, et je trouve ça cool de s'en rendre compte par contre, parce que du coup, sinon, c'est embêtant parfois d'aller dans une spécialité et en fait d'être très fort dans cette spécialité, mais pour autant que le côté empathique ne soit pas là. Je trouve ça dommage, mais après, c'est un avis vraiment personnel. Quatrième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est le culte des soirées et de la beuverie en médecine. Mais en fait, je crois que médecine, sur ce point-là, m'a dégoûtée des soirées. Mais je suis quelqu'un, ça me dégoûte. Je suis dégoûtée des soirées, étant donné que quand on fait des soirées médecine, en tout cas les soirées que j'ai faites, je ne dis pas que c'est pareil dans toutes les facs, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais moi, en tout cas moi, les soirées que j'ai faites m'ont globalement dégoûté. Les gens n'étaient pas spécialement méchants, en règle générale. Je vais pas dire que c'était mes BFF, mais ils étaient pas méchants. Mais par contre, il y avait quand même une apologie de l'alcool, de la drogue, de tout un peu des substances, n'importe lequel, le poppers. J'en ai déjà parlé dans un podcast, je crois que le podcast c'est S'intégrer en médecine, les erreurs à ne pas faire. J'en ai fait 1 milliard, donc vraiment si vous voulez ne pas faire les mêmes erreurs, allez écouter ce podcast. Mais par exemple, dans les soirées de médecine, moi j'ai déjà vu des personnes qui devaient boire de l'alcool à l'aide d'un entonnoir et en gros on leur prenait le pichet et on leur foutait tout dans le gosier. Et moi je me dis mais pourquoi
mais pourquoi on fait ça? Peut-être que ça amuse certaines personnes et que les personnes sont totalement consentantes. Mais par exemple, moi, parfois, j'avais l'impression que je devais faire certaines choses pour être intégrée et pour parler aux personnes, entre guillemets, qui étaient assez imposants dans la promotion, alors qu'en fait, mais vraiment que nenni. Par exemple, cette soirée là où il buvait de l'alcool via un entonnoir, c'était peut-être un bidon de 2 litres qu'il foutait dans le gosier, et le but, c'était de pas craquer, c'était de ne pas enlever l'entonnoir de sa bouche, quoi. N'importe quoi. Et moi, je n'ai pas fait ça, mais j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit, en vrai, peut-être que ça va me permettre de m'intégrer, je vais être au milieu d'un cercle de personnes qui me regardent, qui me disent, allez, bois. Mais vraiment, ça m'angoisse. Mais vraiment, à en parler, ça m'angoisse. Ça va, je suis pas non plus en train de trembler et tout, enfin... Je suis pas en crise de panique, quoi, mais ça me dégue, en fait. Ça me dégue. Je me dis, pourquoi on doit faire ça pour se sentir intégré? Enfin, boire de l'alcool, oui, si tu veux, vas-y, si ça te fait plaisir, si t'as envie d'en boire, si voilà, mais fais ce que tu veux. Mais pourquoi on a besoin d'aller dans les extrêmes? Pourquoi on peut pas juste, genre, faire des soirées en chillance, quoi? Enfin, en chillance, on a le droit de boire, de danser, de crier, de s'amuser, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je m'en fiche, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais pourquoi on a besoin d'aller dans l'extrême de l'extrême? Genre, ça va pas ou quoi? On n'est pas Ninja Warrior. En fait, ouais, c'est ça, les soirées médecine, c'est les Ninja Warriors de l'alcool, enfin de la beuverie, je trouve. Des fois ça me dégue. Voilà, moi je suis dégoûtée par ça. Voilà, je le dis. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont à fond là-dedans et qui adorent faire ça. Moi ça me dégue. Voilà, je suis dégue. Une autre unpopular. Oh putain, mais l'accent anglais. Oh mon dieu, quel enfer. Unpopular opinion, c'est que pour moi, la médecine n'a pas réponse à tout. Voilà, je le dis. Peut-être que beaucoup de cartésiens m'écoutent, étant donné que quand on est en médecine, généralement, on est assez cartésien, en mode on voit quelque chose, ça donne quelque chose, on est assez terre à terre. Et ben moi, je suis terre à terre, mais je suis pas non plus en mode ça plus ça donne ça, il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on n'explique pas du tout. Par exemple, moi, je suis assez intéressée par le paranormal. Encore une fois, peut-être que là, j'ai perdu 90% de mes auditeurs. Ouais, c'est ça, de mes auditeurs. J'adore le paranormal. Des fois, je me pose des questions, je me dis qu'on n'a pas réponse à tout ce qui se passe et que parfois, il se passe des choses qui amènent à la réflexion, je trouve, en tout cas, personnellement. Et je trouve ça dommage de se dire que si ce n'est pas scientifique ou prouvé scientifiquement, alors ça ne marche pas. Pas sûr que la science prouve tout. Je ne suis pas sûre que la science prouve tout. Mais bon, encore une fois, c'est un avis personnel. Alors, vous allez peut-être me dire que la psychologie, l'étude de l'humain et tout ça peuvent expliquer certains phénomènes paranormaux, enfin qu'on croit paranormaux, sans doute, oui bien sûr, mais je pense, voilà, c'est ma petite pensée, je pense qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, et moi ça me va en fait. Il y a des choses que j'ai pas envie qu'on m'explique, genre ça me dérange pas, qu'on me les explique pas, je suis en mode d'accord. Et ben c'est pas grave, ça restera du mystère, et puis on verra bien, peut-être un jour on connaîtra la vérité, et peut-être jamais, et c'est ok. 6e unpopular opinion, c'est que être trop empathique, pleurer, ressentir des émotions, ce n'est pas un défaut. Je trouve qu'on nous dit souvent qu'il faut se forger une carapace, qu'il faut mettre de la distance, et qu'il faut réussir à prendre du recul. Alors, encore une fois, je vais nuancer mes propos. Oui, c'est sûr qu'il faut réussir à prendre une certaine distance et à ne pas tout prendre pour soi et sur soi, parce qu'au bout d'un moment, ça devient trop lourd à porter et psychologiquement, c'est difficile. Ça, je suis totalement d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin de se mettre une carapace ? Je suis mitigée, parce que je pense que ressentir des émotions, ressentir la tristesse que ressent le patient, avoir de l'empathie, parfois pleurer pour certains décès, je pense que c'est juste normal en fait. On n'est pas des robots, on est des humains, on a des sentiments, on a un ressenti, et c'est logique de l'exprimer. Alors oui, faut pas que ça soit pathologique, faut pas que ça soit pour chaque patient, faut pas sortir en pleurant de chaque chambre, parce que en effet, ça devient compliqué d'exercer son métier, mais je pense que ressentir des émotions, être empathique et parfois pleurer, ce n'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qu'on doit garder justement pour réussir à garder ce lien avec le patient tout en bien sûr gardant une distance, parce que on peut pas être ami avec son patient. Ça, on le sait tous, c'est normal, c'est logique, c'est juste, c'est la base. Mais on peut être compatissant, on peut être empathique. C'est pas parce qu'un patient est triste qu'il peut pas nous donner ou nous envoyer, entre guillemets, c'est pas les bons termes, un peu de sa tristesse. C'est juste normal. On est humain, on n'est pas des robots. Donc le fait de se forger une carapace
carapace, le fait de ne pas pleurer. Parfois, quand il y a des décès en stage, on nous dit non, mais tu vas voir, avec le temps, tu vas te former une carapace, nous on pleure plus et tout. Bah, moi je trouve que c'est dommage. On va peut-être pas pleurer à chaque décès, c'est normal. Mais je trouve que c'est dommage aussi de se limiter. Je me dis peut-être que certaines personnes s'empêchent de ressentir une émotion, s'empêchent de pleurer sous prétexte de s'être mis une carapace et de se mettre une grosse distance. Enfin, je sais pas. Donnez-moi votre avis là-dessus, ou enfin sur tout ce que je dis d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur tout. Mais je trouve que c'est pas forcément négatif de pleurer, de ressentir des émotions en fait. 7e point avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'on déshumanise trop facilement les patients et ça m'agace. Et vraiment, je le ressens parfois en stage. Et je pense encore une fois, ça a un rapport avec le point précédent, c'est pour ça que je l'ai mis juste après. Peut-être que c'est parce que certaines personnes essayent d'avoir une distance, d'essayer d'avoir une carapace et essaient de relativiser et qui font ça. Et je le comprends très bien, mais moi ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Par exemple, je sais pas moi, quand on est dans les salles de staff ou les salles de transmission, et ben certaines personnes vont dire cette dame là, on va la foutre avec ces termes là, on va la foutre sous ses fils là pendant 7 jours, ça va le faire. Ou alors ils vont dire cette dame là ou ce monsieur là a une diarrhée à cause de tel médicament, c'est pas grave, son traitement est plus important que le reste, on s'en fout, on va lui laisser et puis de toute façon faut qu'il aille jusqu'au bout de son traitement, sinon ça le soignera pas. Alors ils ont sans doute raison, étant donné que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas non plus remettre en cause ce que dit un médecin. Ce que je remets en cause, c'est la manière de dire les choses et c'est de la façon dont parfois on en parle. Par exemple, souvent quand on est aux urgences ou des choses comme ça, et moi-même ça m'arrive de le dire et j'essaie de travailler là-dessus parce qu'en fait on a tendance aussi à imiter ce qu'on entend et on répète et puis peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dit naturellement. Enfin bref, je trouve que c'est un point que j'ai à retravailler. Je vais tendance à dire cette personne elle a tel problème, on va la mettre sous 500 ml, on va la remplir, ça veut dire qu'on la met sous hydratation, mais on dit jamais madame machin, on va lui proposer une hydratation, puis la mettre sous paracétamol. Alors oui, peut-être que c'est relou d'avoir autant de formes aussi et de parler tout le temps convenablement. Je veux pas dire que c'est pas normal de parler convenablement d'une personne, mais c'est peut-être long pour par exemple les urgentistes, de faire une phrase et de dire oui, alors madame machin, on va la mettre sous machin et machin. Peut-être que c'est long pour eux, et je peux comprendre, mais en même temps, ça déshumanise, quoi. On est là, oui, on va lui foutre ça, comme si c'était, je sais pas, moi... J'ai l'impression qu'on fait un peu une recette de cuisine, on est en mode, oui, pour la dame, là, on lui fout un peu ça, hop, je suis en mode, waouh c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que tu me racontes? Et voilà, je sais pas, c'est un avis, faut que j'arrête de répéter que c'est un avis. Oui, Yona, c'est ton avis, étant donné que c'est le but du podcast. Je m'agace aujourd'hui, je m'auto-agace, c'est quand même assez rare. 8e point, je trouve que les études de médecine détruisent plus de vocations qu'elles n'en révèlent. C'est vrai qu'au départ, on part dans les études de médecine avec les étoiles plein les yeux, on a une certaine idéalisation des médecins, de la médecine en général, on est en mode on va apprendre le corps humain, on aura des cours en amphi avec le prof qui fait des super dessins d'anatomie, on va tous s'entendre super bien, les BU vont avoir un style un peu baroque et ça va être top. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Le prof d'anatomie ne va pas dessiner, ou alors très rarement. Les médecins, en réalité, sont beaucoup derrière un ordinateur, et ça, vraiment, c'est un truc qui moi, ça me... voilà. Écrire, taper la synthèse de la synthèse. Quand, par exemple, on est en hospice, et qu'on doit écrire la synthèse de la synthèse, qu'on doit faire un petit bilan tous les jours, alors que la personne, ça fait 6 mois qu'elle est là, et qu'elle va bien, et parfois, moi, ça me saoule, en fait, d'être toujours derrière mon ordi. J'ai envie d'être avec les gens, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On a l'impression que quand on a un médecin, on est avec les gens et tout, alors que pas du tout, vraiment, on est 90% du temps derrière notre ordi, et ça me fatigue vraiment, je n'aime pas ce point-là. Il y a aussi le fait que les étudiants de médecine souvent font face à un certain désespoir au bout d'un certain nombre d'années. On est fatigué, on est aussi épuisé. La société, l'État français en règle générale, nous utilise beaucoup étant donné qu'on est une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher, et au bout d'un certain temps, les gens, en fait, vraiment perdent la lumière qu'on avait au début. Moi, je me souviens, en L1, j'avais une lumière, je voulais tellement aller en médecine, et cette lumière, je l'ai perdue et j'ai l'impression qu'elle ne revient pas. C'est pour ça que j'ai le sentiment que les études de médecine détruisent plus de vocations qu'elles n'en révèlent. Il y a beaucoup de médecins, je crois que dans les étudiants en médecine, il y a au moins 50%. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il y a un certain nombre vraiment important d'étudiants qui prennent des antidépresseurs ou alors du Xanax pour des crises d'angoisse et tout ça. Pareil chez les médecins, il y a beaucoup, même dans la profession médicale en règle générale, chez les médecins,
chez les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, enfin bref, il y a beaucoup de personnes qui prennent des anxiolytiques en règle générale et je trouve ça mais tellement dommage, enfin c'est ouf quoi, on est là pour aider les gens et on se détruit et vraiment ça me... voilà. Je trouve pas ça toujours positif, la médecine en général. Bien sûr il y a des choses positives et tout n'est pas négatif et je ne broie pas qu'à du noir et ainsi de suite, mais voilà, c'est quand même vrai qu'en règle générale c'est pas non plus topi top quoi. 9e unpopular opinion, c'est que on a un manque de formation sur la fin de vie et parfois la réalité n'est pas facile à encaisser, tant pour nous que pour les patients que pour la famille. C'est vrai que j'ai pas lu, ou en tout cas je n'ai pas vu de cours sur la fin de vie. Alors peut-être qu'il y en a un, j'avoue que je l'ai pas lu, mais s'il y en a un, je pense qu'il n'est pas très très grand et je trouve ça dommage en fait. On a très très peu de formation sur la fin de vie, l'accompagnement des personnes vers la fin de vie et on est un peu désemparé et on fait toujours le même move morphine plus hypnovel. Enfin, alors oui, c'est bien pour les personnes qui ont... Enfin, c'est bien. Une fois, je mets des guillemets. Mais pour les personnes qui ont des douleurs, qui veulent, voilà, partir, on les aide sans douleur, on les accompagne. Donc c'est vrai que c'est positif. Il me semble que pendant un moment, ils discutaient de la loi de l'euthanasie et personnellement, je trouve ça positif quand c'est utilisé, j'allais dire bon escient, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça positif de, par exemple, pouvoir respecter le souhait d'un patient qui souhaite mourir si un certain nombre de conditions, bien entendu, sont remplies au préalable. On va pas tuer n'importe qui, n'importe quand. On est bien d'accord, il y a tout un tas de conditions qui peuvent amener à cette euthanasie. Mais je trouve qu'on manque globalement de formation sur cette fin de vie. Et moi, parfois, je ne sais pas comment la gérer. Et les internes non plus, on fait un peu, comme on peut, comme les autres font, on essaie un peu de se dépatouiller. Et voilà, je trouve ça dommage. Dernier point, et pas des moindres, je ne pense pas qu'il faille forcément être intelligent. Alors, comment on définit intelligent, je ne sais pas, pour faire médecine, mais selon la société, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a des bonnes notes au bac, qui a toujours des 18, enfin pas forcément des 18, mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui globalement, voilà, intellectuellement, ça suit. Et je ne pense pas que c'est parce que tu as 18 au bac que tu es fait pour être médecin, mais je pense pas non plus que c'est pas parce que tu as 12 10, la moyenne au bac, que tu ne peux pas faire médecine non plus. Pour moi, médecine, c'est plus un travail de, entre guillemets, j'allais dire rigueur, c'est pas vraiment ça. Rigueur, je trouve que là, je sors le bâton, là, et je suis en mode, allez, on fait de la rigueur. Non, c'est pas vraiment ça. Pas vraiment non plus de la discipline, mais voilà, c'est un peu tous les jours, c'est vraiment, c'est tenir sur le long terme et avoir une certaine capacité d'apprentissage. Pour moi, c'est ça. C'est pas vraiment l'intelligence, c'est pas parce que tu sais résoudre des problèmes mathématiques que tu es capable de faire médecine. Par exemple, moi qui était vraiment extrêmement nulle en maths. Pourtant, je suis en médecine. Les maths ne me servent pas à grand chose, ne me servent à rien en réalité. Donc, je ne pense pas qu'il faille être intelligent, scolairement parlant. Hein, bien sûr, je parle vraiment de quelque chose de scolaire. Parce que l'intelligence, bon, il y a plein de tas d'intelligence. Mais d'un point de vue scolaire, je ne pense pas que avoir 18 sur 20 est forcément nécessaire pour aller en médecine. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on nous demande. C'est pas vraiment ça ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est plus déjà d'engendrer un certain nombre d'informations, d'aussi d'avoir la capacité de malheureusement enchaîner les stages, les gardes, les cours, les machins. C'est une capacité, c'est vraiment malsain, on est d'accord, c'est assez toxique, encore une fois, la relation toxique avec la médecine qui est toujours là, mais voilà, c'est plus ça, j'ai l'impression qu'on nous demande de faire plutôt que être intelligent. Moi, je suis pas la personne la plus intelligente du monde. En tout cas, je ne le pense pas. Et encore une fois, tu me mets face à un problème de mathématiques ou face à un problème de physique-chimie actuellement, je suis incapable de le résoudre. Et moi, ce que je fais, en tout cas pour ma part, toute ma journée, c'est lire des bouquins et apprendre. C'est tout. Et ce n'est pas parce que tu as une intelligence scolaire que tu es forcément super fort en médecine. Alors oui, des fois, grande majorité des cas, entre guillemets, c'est possible. Mais je pense que quelqu'un qui a une moyenne basse peut réussir à faire médecine, vraiment. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis en fait. Donc il n'y a pas de discussion, non je rigole. Voilà, c'était mes 10 unpopular opinions version médecine. Peut-être que certaines vous ont parlé, d'autres vous ont dérangé, ou peut-être même que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Et franchement, c'est grave ok. C'est aussi ça l'idée de cet épisode, ouvrir à la discussion. J'adore faire ça, j'adore créer des débats, j'aime sortir des discours tout faits et justement d'avoir une certaine réflexion. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous invite à faire entre guillemets, même si vous n'avez pas envie, franchement le faites pas, on s'en fiche. J'ai longtemps gardé certaines de ces réflexions pour moi, par peur de faire tâche, de ne pas rentrer encore une fois dans le moule, ou simplement parce que j'avais l'impression d'être la seule à penser comme ça. Mais je crois qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses qu'on ne le pense à ressentir ce genre de choses, à vivre des contradictions et à avoir envie de réinventer notre rapport à la médecine. Donc, si cet épisode vous a fait réfléchir ou vous a apporté un peu de réconfort, si vous vous êtes dit même une seule fois « Ah ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi », alors
alors il a déjà rempli sa mission. Et puis je trouve qu'on est là pour ça. On est là pour se poser des questions, remettre un peu de lumière là où on avait mis des automatismes, des injonctions, des masques. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout, n'oubliez jamais de rester aligné avec qui vous êtes vraiment. Même et surtout dans un monde où tout le monde semble penser pareil. Moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!